Les réseaux de hiérarchie aujourd'hui sont plutôt des freins pour beaucoup d'entre nous, tous autant qu'on est. Qu'on soit dirigeant ou employé, c'est souvent une lourdeur de complexité. Et ce que l'on voit avec l'utilisation de réseaux sociaux d'entreprises comme Chatter, on voit des CEO, quand ils font des réunions de management, mettre une caméra vidéo dans la salle, permettre à leurs employés de voir ce qui se dit et mettre des écrans dans la salle avec le réseau social d'entreprise qui peut commenter sur cette décision. Les sociétés qui réussissent aujourd'hui ne sont pas les sociétés qui ont les technologies les plus compliquées. Prenez votre iPhone sur la table, il a un bouton. Prenez Facebook, qu'est-ce qui a fait l'adoption de Facebook? Eh bien, ce sont des critères en fait d'adoption utilisateur. Quand on regarde les réseaux sociaux d'entreprise, en fait, il y a une vraie complexité technologique qui est liée d'abord à la volumétrie des messages, qui est liée à la problématique de sécurité, puisqu'en fait, vous voulez être capable de créer des zones privées, des zones publiques, à la problématique d'intégrer votre réseau social à vos process métiers d'entreprise. Je pense que la bonne attitude, c'est d'essayer d'anticiper les choses en disant qu'on est là pour accompagner vers le cloud, se positionnant comme quelqu'un d'accompagnateur, et pas comme quelqu'un qui sera éventuellement un frein. Donc en fait, il faut sortir du rôle de la DSI qui est quelque chose qui empêche les utilisateurs d'aller vite ou d'aller de manière efficace vers leurs besoins. Satisfaire les équipes utilisateurs, c'est quand même le boulot de la DSI, donc je ne pense pas qu'on ait besoin de leur dire de faire ça. Moi, je leur conseillerais de monter en compétence sur les aspects juridiques, parce que le cloud, ça pose des problèmes de juridiction internationale pas toujours simples. Ça remet un peu en cause aussi la façon d'acheter de l'informatique, donc il y a les achats aussi qui doivent certainement travailler sur le sujet. Le sujet de la réversibilité est plus sérieux à mon avis parce qu'effectivement, avant d'aller vers un prestataire cloud ou un autre, je pense qu'il est important de tester la réversibilité pour s'assurer qu'on pourra récupérer ces données quoi qu'il arrive. Les middleware orientés messages font partie du patrimoine de l'entreprise. C'est le backbone asynchrone de l'entreprise pour tout un tas d'échanges. La SOA est venue moderniser cela. Néanmoins, il y a une certaine hégémonie d'acteurs historiques qui ont les solutions historiques en place depuis 10-20 ans, qui ne sont pas adaptés avec l'équation de coûts qu'on y souhaite avoir et qui ne sont pas adaptés non plus aux nouveaux usages, comme par exemple le web messaging ou comment je pousse de l'information en temps réel vers des navigateurs, vers des terminaux mobiles. Les solutions anciennes ne sont pas adaptées, et donc elles sont challengées par des nouveaux entrants, des nouvelles plateformes qui viennent innover sur ces sujets-là. Les ingénieurs expérimentent avec des prototypes ou des idées innovantes et essayent ces idées sur le site en atteignant une petite partie des utilisateurs grâce à un modèle de A/B testing. LinkedIn est connu à présent comme un site professionnel, un peu comme une assurance pour trouver un emploi si on en a besoin un jour. On essaye à présent de changer cette perception du site en améliorant l'engagement des utilisateurs vis-à-vis du site. LinkedIn a la capacité ou le potentiel d'améliorer le niveau économique des personnes qui l'utilisent. Dans le futur, disons, on pense que LinkedIn peut même porter cette vision à une échelle plus importante en améliorant le produit intérieur brut, par exemple, de pays tout entiers. On sait que quand on regarde le ciel, la matière qu'on voit ne correspond qu'à 4% de ce qu'il y a à l'extérieur. Dans l'univers, on ne trouve plus d'antimatière. Et les lois de la physique, comme nous les connaissons aujourd'hui, nous disent que la matière et l'antimatière étaient créées à part égale. On ne sait pas pourquoi les différents types de particules que nous observons ont des masses différentes. On essaye, avec les expériences qu'on fait, peut-être de trouver des solutions, des explications, peut-être à travers cette fameuse particule de Higgs, qui est censée donner la masse à toutes les autres particules. Cette machine, le LHC, qui a été construite et développée depuis 25 ans, est finalement rentrée en opération en mars 2010 pour atteindre pour la première fois l'énergie de 7 TeV. Avec cette grande énergie, on peut recréer des microscopiques Big Bang en grande quantité. La raison pourquoi on fait autant de collisions, c'est que les phénomènes qu'on cherche sont extrêmement rares. Cet appareil, il produit jusqu'à 1 pétaoctet par seconde. Et aujourd'hui, on a nullement la technologie pour enregistrer des quantités de données pareilles. Alors, on doit décider très rapidement, pour chacune des collisions, si elle contient éventuellement quelque chose d'intéressant ou pas. On garde uniquement un événement sur 10 millions. On doit garder quand même l'équivalent d'à peu près 15 à 20 pétaoctets par année.